Yes. Hello, bonjour à tous. Alors, comme chaque début de live, on vous laisse arriver, on vous laisse avoir la petite notification, le temps que vous soyez là, le temps qu'on fasse les petits partages, le temps de tout ça, quoi, le temps de déjà vous mettre le live sur le live sur la page Facebook. Un peu long, un peu long. Alors, du coup, nouveau rendez-vous. J'avais envie de. Alors, évidemment, le temps que je fasse ça, vous pouvez me dire si le son, l'image, enfin, si tout ça marche très très bien. Le temps qu'on fasse les petits. Voilà, donc, le temps que vous me dites si ça fonctionne. Donc, ce petit rendez-vous, ces nouveaux rendez-vous, j'ai voulu, enfin, j'aimerais, et du coup, je fais, donner la parole à des chefs d'entreprise de façon à ce qu'ils nous racontent leur parcours, leur histoire, qui nous racontent leur réussite, qui leur racontent leur échec, leurs peurs, leurs doutes, qui nous partagent un petit peu voilà, le quotidien, ce que c'est réellement la vie d'un chef d'entreprise, ce que c'est réellement le quotidien, c'est voilà, tout ce qui se passe en fait dans tout ça. Et évidemment, pour commencer ce nouveau rendez-vous, donc qui va être, je pense, ça va se mettre en place sur une fois par semaine. Là, pendant les quelques semaines, ça va être 2 fois par semaine, mais en tout cas, ça sera après une fois par semaine. Donc, pour commencer ce petit rendez-vous, ces nouveaux rendez-vous, donc les rencontres d'Emmanuel, j'ai proposé évidemment aux formateurs de Manuriva, qui sont donc tous chefs d'entreprise, de participer à cette rencontre, à cette interview. C'est un peu eux qui vont tester un petit peu tout ça. Et du coup, la première qui s'est présentée, qui a répondu à ma demande, c'est Laetitia. Donc Laetitia Caroline. Donc c'est elle qui va passer pour la première fois sous mes questions. Sachant que c'est un choix de ne pas leur soumettre avant les questions, c'est un choix de ne pas voilà, je ne veux pas qu'ils préparent en fait. Je veux pas qu'ils préparent, je veux pas que ce soit des réponses qui soient commerciales, je veux pas que ce soit des réponses toutes faites où on vous dit que du beau et du merveilleux. Non, je veux que ce soit des réponses qui soient sincères, authentiques, qui soient spontanées. Donc du coup, ils ne savent pas avant les questions que je vais leur poser. Et du coup, on va voilà, partager ensemble tout ça, cette petite demi-heure. On va voir combien de temps ça dure. Et évidemment, l'idée de le faire en vidéo live sur Facebook, c'est aussi que si vous, en fonction de ce qu'on partage, en fonction des questions que moi j'ai à poser, que j'ai posées, en fonction des réponses du chef d'entreprise qui sera avec nous, je vous propose de partager aussi vos propres questions et de rebondir aussi en même temps. Le but, c'est de partager tout ça ensemble. Donc voilà, donc, une fois que maintenant je vous ai présenté tout ça, j'étais en train de faire mes petits partages en même temps. Évidemment. Donc, du coup, juste, je finis quelques partages. Et du coup, on va accueillir donc Laetitia, qui donc est la première. Donc, je pense que là, en fait, quand elle a entendu la description de l'interview, peut-être elle va moins bien. Salut Laetitia. Je ne suis pas partie. C'est pas parti. Mais comme je ne te voyais pas du coup, parce que j'étais sur Facebook, je me suis dit, ça se trouve, quand je vais remettre l'écran, il n'y aura plus Laetitia en fait. Non, non, non. Je suis toujours là, c'est bon signe, même si effectivement, c'est pas l'exercice que je préfère de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais je me plie volontiers à ton choix, aux règles du jeu. Je trouve que c'est aussi sympa de pouvoir échanger en toute spontanéité et naturelle. Donc, je suis prête. C'est ça. Alors, déjà, évidemment, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu, Laetitia? Alors, donc je suis Laetitia Caroline, je vis à Nice, j'ai 30 ans. Et je suis depuis 6 ans maintenant, je suis wedding planner et donc je suis chef d'entreprise depuis 6 ans. Je me suis formée au sein de l'école de formation Manuriva du coup en 2014.
Et puis, en fait, je viens d'un parcours qui est tout autre. Je suis sur la Côte d'Azur depuis 10 ans maintenant. Je suis née, j'ai grandi à Paris, en région parisienne. J'ai fait des études de lettres, ce qui n'a absolument rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. J'ai fait des études de lettres parce que je me destinais à être enseignante au départ. Donc finalement, aujourd'hui, le lien, c'est que je suis formatrice. Donc j'aime toujours transmettre et échanger. On va dire que c'est le petit pont que je fais entre ce à quoi je me prédestinais et ma vie d'aujourd'hui. Donc j'ai fait des études de lettres, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai fini ma licence à l'université. Et puis j'ai quitté Paris pour tout un tas de raisons et je suis venue m'installer ici où j'ai commencé à travailler assez rapidement. Alors, pas du tout dans le milieu des lettres ni de l'enseignement, parce que la vie a suivi son cours et a fait que j'ai eu besoin de commencer à travailler rapidement. J'ai trouvé un poste, j'ai eu en fait 15 vies en une, c'est assez bizarre. Qu'est-ce que me réservent les 30 prochaines années? Je suis curieuse de le savoir, mais Si on savait. si on savait. Mais c'est bien d'un côté de pas savoir, je trouve. J'ai commencé à travailler en fait dans un service de recouvrement bancaire. J'espère que ça parle le moins possible, mais c'est pour les gens qui ont des problèmes d'argent, des chèques impayés, qui sont en dossier de surendettement à la Banque de France. Donc j'ai travaillé dans un service comme celui-ci où j'ai été responsable d'une équipe pendant plusieurs années. Et j'ai ensuite quitté cette entreprise et je suis arrivée ensuite dans une entreprise où je gérais en fait un catalogue de produits en ligne pour une parapharmacie, où je me suis aussi éclatée, où là j'ai travaillé plus d'un point de vue marketing et c'était un poste qui me plaisait beaucoup. Et en fait, entre ces activités-là, pour expliquer, je ne sais pas si ça fait partie de tes questions et de la présentation, comment j'en suis arrivée à faire ce métier. Je sais que toi, tu parles beaucoup toute seule de toute façon. Donc, je peux m'arrêter très vite aussi. Mais en gros, voilà, comme ça, au moins, j'aurais fait une présentation complète. Tu me dis si ça déborde sur tes questions à venir ou pas. Mais du coup, entre ces expériences professionnelles-là, je suis tombée complètement par hasard dans le milieu du mariage. On était en 2011 à l'époque, où j'avais une amie qui, en fait, qui avait un stand au salon du mariage. Bon, bref, je ne raconterai pas forcément tous ces détails, mais je suis allée sur salon du mariage en tant que visiteur pour être là, pour la soutenir, en gros. Et j'ai découvert qu'il existait un monde du mariage, tout un univers qui pouvait se former autour d'un moment de vie important comme celui-là. Et j'ai découvert qu'il pouvait y avoir tout un tas de métiers liés à ces secteurs d'activité, avec des gens qui étaient parfois assez liés les uns aux autres. Il y avait une super ambiance sur le salon. Et j'ai découvert un petit peu ça, donc j'ai commencé à creuser, à m'intéresser, à me dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans? Et puis, je suis de nature à être très organisée, parfois trop. On peut être trop, si, c'est possible. Et en fait, je tiens ça, je pense que je tiens ça de par un peu mon éducation, ma personnalité et les études que j'ai faites, parce que les hautes études voilà, que j'ai faites ont demandé une organisation et une rigueur extrême à une certaine époque de ma vie. Donc je sais que voilà, j'étais quelqu'un d'hyper organisé. Et puis en me documentant et en cherchant, je suis rapidement tombée sur le métier de wedding planner auquel je ne connaissais rien. Je pense que je connaissais à peine l'existence du métier. Enfin, en tout cas, c'est très cliché, mais comme beaucoup, pas plus qu'à travers les films américains. Donc là, on est en 2011 à l'époque. Et puis, je commence à me renseigner, à me dire pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, jusque toutes ces centaines d'heures de recherche que j'ai pu faire sur le métier, jusqu'au moment de te contacter à l'époque. Donc, on est en début 2014, je pense, quand je te contacte, parce que toi, tu étais déjà installée et en activité depuis 5 ans déjà. Où tu t'étais déjà formatrice du coup. Donc voilà, je t'ai contactée à ce moment-là pour me former, me lancer sur ce métier. Et du coup, voilà, je me suis lancée en 2014. Voilà, pour ma petite présentation. Là, c'est bon. Là, elle vient de me citer la première question. C'est cool, tu vois. Je le savais, avec Letty, ça passe tout seul. Arrête-moi. Du coup, tu as commencé en 2014 en tant que wedding planner. Oui. Ok. Donc, l'une de mes premières questions, c'est qu'est-ce que tu préfères et que tu aimes le plus dans ce métier? Ce que je préfère, je pense que c'est la relation avec les gens, en règle générale, que ce soit les mariés, que ce soit avec l'équipe de prestataires. J'aime l'échange avec l'humain
même s'il est parfois pas toujours tout rose, hein, on est bien d'accord. J'aime, je dirais, l'échange avec les gens et l'euphorie et le sentiment d'excitation que procure un jour J. Ouais, l'adrénaline. Tous les prestats mariage Ouais. devraient valider, si on faisait des pouces levés, est-ce que vous kiffez l'adrénaline du jour J? Ouais. Je pense que c'est le truc qui nous... Enfin ouais, c'est un shoot quoi. C'est un shoot. C'est un mélange, franchement, mariage. ouais. C'est un peu comme un shoot de vitamines. C'est un mélange d'émotions, à la fois d'excitation, à la fois un peu de stress dissimulé au maximum, mais évidemment de stress parce que on porte quelque part sur nos épaules avec toute une équipe, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout seul. Encore une fois, la wedding planner seule, sans une équipe derrière, elle est absolument rien, hein, faut pas l'oublier. Mais avec toute une équipe, oui, un petit peu de stress. En fait, on sait jamais. On sait quand on part, on sait pas quand on revient, et on sait pas non plus comment. On sait pas dans quel état on rentre d'ailleurs aussi. On sait pas dans quel état, ni combien de kilomètres à pied on fait. On sait qu'on est à peu près entre 15 et 20, mais on sait pas exactement. Mais c'est un peu un mélange de tout ça. Autant l'échange avec l'humain dans tout ce qui se passe en amont, et pour le jour J, ouais, cette espèce d'excitation et de mélange d'émotions du jour J. Et de façon générale, parce que du coup là c'était ton métier, qu'est-ce que tu préfères et que tu aimes le plus dans ta vie de chef d'entreprise? Mon autonomie. Ouais, je pense que du tac au tac, ça serait mon autonomie, mon indépendance. Je suis quelqu'un qui est très, très, très rigoureuse dans ma façon de travailler. Alors, ça, ce truc, les gens sont souvent au départ contents de travailler avec moi. Ils se disent, elle va tout bien nous organiser, au moins on est sûr que ce sera carré. Et des fois, ils disent, oh là là, ouais, ça va quand même jusque-là. Donc, je pense que c'est un mix de tout ça. Et quand j'étais salariée, je me suis souvent retrouvée dans des contextes ou dans les entreprises où je bossais. J'étais presque parfois même plus organisée et trop organisée par rapport à ce que pouvait demander le service, le job en lui-même. Et j'avais un peu cette frustration de me dire, OK, mais j'aimerais aller plus loin. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin parce que voilà, il y a toujours un frein, un truc qui fait que. Donc là, je dirais mon autonomie, mon indépendance, de pouvoir pour toi, gérer. Le plus grand avantage de ta vie de chef d'entreprise. Oui, je pense que c'est ça. Pouvoir gérer mon travail, mes journées, mon implication, mes projets, comme je l'entends moi. Je pense que c'est ça. Je t'ai perdu. Je regarde en même temps sur Facebook. Je ne sais pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Allô, allô? Voilà, je suis seule au monde. Alors, je vais regarder. Apparemment, sur Facebook, c'est pareil. Est-ce que du coup, sur Facebook, vous pouvez juste nous dire si vous voyez encore Manu ou pas, et si je parle seule ou pas, et ce qui se passe pour vous? Ouais, je vois que de l'autre côté, c'est pareil. Allô, allô? Eh bien, je me retrouve donc seule au milieu de ce live. Je pense que c'est un bizutage puisque je suis la première. On n'a plus Manu. Ouais, il y a un bug, effectivement. Manu a bugué. Eh bien, écoutez, je ne sais quoi vous raconter pour le moment. En attendant que Manu revienne, si vous avez des questions, je regarde en même temps sur, j'ai le téléphone qui est juste à côté. Si vous avez des questions à me poser en attendant que Manu arrive, c'est avec plaisir. Effectivement, plus de Manu. On va attendre qu'elle revienne. Lui écrire, savoir où elle a disparu. C'est les aléas du direct, hein, on ne peut pas tout avoir, on est bien d'accord. Alors, on va voir ce qui se passe. Ok, effectivement, Manu a donc disparu pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez ou pas, mais du coup, pour rebondir sur sa dernière question, je pense que je serais curieuse de savoir d'ailleurs ce que les autres aussi, donc je regarderai les vidéos à venir, mais je serais curieuse de savoir ce que les autres chefs d'entreprise aiment le plus sur le fait justement d'être chef d'entreprise, parce qu'on est bien d'accord qu'être à son compte, il y a aussi des choses, on a plein de choses à gérer, des choses qui ne sont pas toujours hyper évidentes, que ce soit la compta, que ce soit les papiers, que ce soit toutes les obligations, tout un tas de choses.
Tu es de retour? Ça y est? Le bug a planté. Le site a planté. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, je me suis retrouvée seule. J'ai demandé s'il y avait des questions, il n'y en avait pas, donc je Mais développais par un contre, ce qui est super méga étrange, que du coup, comme c'est chez moi le site, que toi tu restes et que moi mon truc il plante. Bah, tu m'as donné un lien d'accès, donc moi mon truc il a pas. On a appris un truc. On a appris un truc. Du coup, ça va, c'est bon, je suis là. On est de retour. Donc voilà, planté. je reparlais du coup de ce que je préfère sur le côté indépendant du métier de chef d'entreprise. Je dis à la famille de ne pas servir du bouton. Ça, c'est le problème du télétravail. Tout le monde travaille en télétravail dans la maison. Ça a ses avantages aussi. Du coup, la question qui allait derrière, c'était qu'est-ce que tu aimes le moins dans ta vie de chef d'entreprise? Écoute, justement, en t'attendant, je disais, voilà, il y a les côtés positifs et il y a les côtés un peu plus complexes aussi. Il y a tout ce qui est la gestion de la compta pour ceux qui le gèrent seuls, les papiers, etc. Je dirais que ce que j'aime peut-être le moins dans cette vie de chef d'entreprise, c'est que du coup, on se retrouve très souvent à travailler seul, en tout cas dans le milieu du mariage. On se retrouve très souvent à travailler seul. Je me retrouve finalement avec les collègues, que ce soit les collègues wedding planner ou les collègues de tous les autres corps de métier liés au mariage. On se retrouve finalement, quand on est en rendez-vous préparatoire des mariages avec nos clients. On se retrouve évidemment sur les jours J. On se retrouve quand on a quelques projets connexes le reste de l'année, que ce soit des shoots, des projets ou voilà, quelques soirées événementielles ou ce genre de choses. Mais je dirais que le côté le plus peut-être s'il devait y avoir un côté négatif, pour moi, ce serait celui-là. C'est que du coup, la plupart du temps, en fait, on se retrouve à travailler seul, qu'on travaille de chez soi, dans un bureau, peu importe, dans un avion pour ceux qui font le tour du monde ou quoi, mais on est très souvent à travailler seul, je dirais. C'est quelque chose qui est assez récurrent en fait sur les prestataires de mariage. Souvent, prestataires de mariage, vous travaillez souvent en auto-entreprise. Voilà. En fait, le truc, c'est que si on n'a pas en fait une équipe, on n'a pas un associé ou si on n'a pas des employés, on travaille généralement tout seul et c'est quelque chose souvent qui ressort dans les points négatifs, c'est ce côté finalement d'être isolé dans son activité, hormis quand on a des rendez-vous, mais du coup, c'est pas, on va pas aller parler à son client de ses stress d'organisation, de logistique ou de trésor. Non, c'est clair. Donc, après, je pense que c'est lié aussi un peu à l'état d'esprit. Je suis quelqu'un qui, en règle générale, n'aime pas trop la solitude, qui n'aime pas être seul, qui parle tout le temps. Mon chéri en a d'ailleurs un petit peu souffert pendant le confinement. C'est vrai que j'ai besoin de voilà, pensez à Jay. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le lien vraiment constamment dans ma vie tous les jours et dans ma vie pro. Donc du coup, je vais avoir tendance à aller le créer d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers des projets ou quoi. Voilà, pas constamment forcément pendant le confinement parce qu'il y a eu un passage un peu difficile, je pense comme pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, en règle générale, je suis jamais seule trop longtemps, normalement. Ok. En tant que wedding planner, est-ce que tu sais pourquoi les clients te choisissent toi? Oh là là, t'en as d'autres des questions? Alors normalement, là, il y a tes élèves, si elles sont en live là, tes élèves, elles attendent ta réponse. Hein, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Je peux pas, moi, poser la question. Je peux pas prendre les rênes de cet entretien et poser la... Non, c'est... Je précise, c'est du thé, hein, ça ressemble à je sais pas quoi, mais c'est du thé. Oh là là, je déteste ça. Ça revient à parler de mes qualités. C'est quand même le truc, un des trucs les plus complexes qui soit. À moins qu'on soit nombriliste, mais c'est pas trop mon cas. Écoute, oh, tu m'embêtes. Hein. Écoute, je pense que je suis quelqu'un de naturel et d'entière, déjà humaine. Alors, je vais essayer de dissocier le côté humain et du coup le côté pro, même si les deux sont forcément liés, à mon sens. Le côté humain, je pense que je suis quelqu'un qui suis entière. Alors, je parle beaucoup, mais au-delà de ça, je pense que je suis entière et que je donne à peu près sans compter. C'est-à-dire que dans la mesure où je suis dans une relation de confiance et dans un échange, même avec des clients, effectivement, les clients me payent pour un travail, mais il y a un vrai échange humain derrière, parce que je ne suis pas là pour leur vendre une salade, ça va plus loin que ça.
il y a un vrai échange, un vrai côté émotion humain qui fait partie prenante de mon métier et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je pense que peut-être ils se sentent bien accompagnés, encadrés, conseillés, guidés. Je pense que sur le côté humain, ce serait pour cette raison-là. Oui. Et sur le côté pro, et ben écoute, sur le côté pro, ben je suis une dingo du planning, donc ceux qui me connaissent le savent. Je suis hyper organisée, j'adore penser à 15 000 détails. Du coup, je pense que ça a ce côté rassurant de se dire que je vais être là pour les conseiller effectivement pour les moindres petits détails. Donc je le dis toujours, c'est pas, je vais pas être là pour les saouler à tout millimétrer à la seconde près, évidemment que non, puisque la journée elle doit vivre, elle doit se laisser porter par elle-même et par tout ce tout ce qu'elle va contenir. Mais par contre, le côté vraiment, je pense que c'est un côté sécurisant pour eux que je sois là pour les encadrer, les rassurer et pour faire constituer une vraie équipe parce que ça me tient à cœur. C'est peut-être un des éléments les plus importants dans ma vision du métier. Donc, tant qu'à faire, j'en parle maintenant, mais que j'ai à cœur vraiment de former une équipe extrêmement soudée dans le travail pour les clients et aussi pour l'intérêt de tous les membres de l'équipe de mariage. Alors, je te dis, parce que toi, tu vois pas les commentaires, en fait. Ah oui, non, je vois pas. Donc, il y a Joy qui te dit, ça change un peu, tu es à notre place. Priscilla qui dit, bien joué Manu pour la question. Et Manon qui te dit, je confirme, je me rappelle encore de ton planning journée de l'été dernier. Donc, on est un petit peu en décalage avec elle, donc ça se peut quoi. Et alors, évidemment, les questions que je vais poser à chaque fois, donc ce ne sera pas les mêmes, il y en a qui seront récurrentes, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément les mêmes, parce que je connais un peu les personnalités, en tout cas, tant que ça sera des formateurs ou des gens voilà, qui sont proches de moi, je les connaîtrai, donc je sais vers quelles questions orienter. Cette question-là, elle est importante parce que c'est une question qu'on travaille beaucoup pendant la formation. En fait, dans les formations, en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment faire travailler à chacun des élèves. C'est qu'il trouve en fait sa valeur ajoutée à lui, en fait, sa valeur ajoutée, son point fort, le truc qui fait que sa présence dans son activité est essentielle, en fait. Parce que c'est souvent une question qu'on leur demande, c'est qu'est-ce qui manquerait à ton activité, à ton milieu d'activité, si tu ne te lançais pas, en fait. Et c'est souvent, on me dit, mais on s'en fout, mais voilà. Et mais c'est ça, en fait, c'est la particularité humaine ou les qualités humaines et professionnelles font, en fait, que le client va te choisir. C'est ça, en fait. Donc, il faut savoir déjà soi-même quelles sont nos propres qualités professionnelles et humaines. Donc, voilà. Donc il faut savoir que Laetitia participe au week-end temps de pause de fin juin, chef d'entreprise, donc elle sait qu'elle va bosser encore plus ça. Tu me reposeras la question d'ici là. Je te reposerai la question. Comment veux-tu positionner ton entreprise dans les 3 prochaines années? Est-ce que tu as une vision sur... Est-ce que tu peux nous dire forcément, hein, voilà, on ne va pas tout spoiler, mais comment tu vois ton entreprise dans 3 ans, quoi? Écoute, aujourd'hui, je travaille avec des clients qui sont francophones et de plus en plus qui sont britanniques. J'ai avisé de développer davantage mon entreprise au niveau de l'international. Du coup, ça change pas mal de choses sur ma manière de communiquer, de me présenter, de faire évoluer mon travail, ma présentation, les images que je vais pouvoir montrer et véhiculer aussi de mon entreprise. Donc, je dirais que sur les c'est quelque chose qui est assez long à mettre en place, comme tout changement de cible de clientèle, quel que soit ce changement-là. J'ai commencé à le faire depuis un petit moment. Il y a encore plein d'autres choses qui sont en train d'être mises en place. Mais du coup, je dirais que dans 3 ans, je vois mon entreprise comme étant du coup à 100% internationale. Ça n'exclut pas le fait qu'évidemment, je peux continuer à travailler avec des clients qui soient français ou francophones. Mais de pouvoir aussi accompagner des couples qui vont être peut-être outre-Atlantique ou voilà, ailleurs sur la planète. Moi, je veux rester ici, chez moi, dans mon secteur, sur la Côte d'Azur, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses à faire déjà pour commencer. Donc, je veux rester là et essayer. Je commence à très bien maintenant connaître mon secteur, je pense, parce que voilà, ça fait maintenant 6 ans que je suis installée, donc je commence à connaître plein de belles choses. Du coup, maintenant, je veux pouvoir leur en faire
bénéficier. Donc voilà, je dirais que dans 3 ans, je me vois avec une clientèle qui serait davantage internationale encore que celle que j'ai maintenant. Et justement, la question à l'inverse, sur le passé, comment tu pourrais comparer ton entreprise entre celle qu'elle est aujourd'hui et celle qu'elle était il y a un an? Ça, pour le coup, c'est une Je pense question que que si tu j'aime as bien. exceptionnel cette année, on est bien d'accord. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. J'y pensais même pas, tu vois, du coup, oui, effectivement, c'est omniprésent ce qui se passe cette année, mais la différence entre mon entreprise telle qu'elle était, j'ai adoré ce que je faisais avant et la manière dont je travaillais et les couples avec lesquels je travaillais. Si c'était à refaire, je referais la même chose avec les mêmes personnes parce que j'ai pris un plaisir immense à faire tout ce que j'ai fait depuis tout ce temps. Je pense que sinon, j'aurais déjà arrêté, pour être honnête. Et je dirais que la différence entre avant et maintenant, c'est que même si le travail est long, j'ai de plus en plus confiance en moi. J'ose un peu plus encore qu'avant, même si j'ai encore un... Important, c'est important ce que tu dis, c'est que on n'est pas obligé, enfin, avoir confiance en soi ou oser, c'est quelque chose qui se met en place. C'est pas quand je monte mon entreprise, j'ai pas complètement confiance en moi tout à fait. Déjà, des fois, on n'a pas forcément confiance en soi du tout quand on commence. Et c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, tout le temps. Euh, une fois qu'on l'a travaillé, il faut travailler au sens inverse, parce que du coup, l'ego devient pas dominant. Donc, en fait, on travaille tout le temps sur la confiance en soi. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est un sacré équilibre entre il y a une question de confiance en soi et puis il y a une question, je pense, de positionnement tout court, à se dire que nous-mêmes, en tant que personne, on évolue forcément en 6 ans de temps. On ne prend pas juste 6 ans sur la tête. On a plein d'expériences différentes qui font que on a peut-être envie de choses qui vont être autres, tout simplement. Donc, je dirais que la différence entre les deux, c'est que peut-être je me suis un petit peu plus écoutée, que j'ai accepté d'aller vers quelque chose dont je rêvais, mais dont je ne me sentais pas forcément capable il y a quelques années en arrière. Je pense que ça serait ça la réponse. Ouais. Oui, il y a quelques années, tu n'aurais pas forcément dit que tu étais capable d'aller faire du mariage haut de gamme de personnes étrangères sur la Côte d'Azur, quoi. Effectivement, si tu prends ne serait-ce que il y a 2-3 ans en arrière, je me serais pas dit que je pouvais organiser des projets et des mariages au Negresco, que voilà, que j'aurais déjà eu quelques projets de créer à Monaco, à l'Hôtel de Paris ou ailleurs. Enfin voilà. Oui, ça C'est fait. en parlant voilà juste de lieux, mais il y a plein d'autres exemples. C'est des établissements auxquels j'aurais jamais imaginé pouvoir frapper à la porte il y a quelques années en arrière. Si je devais me dire un truc à la moi de quand j'ai commencé, je pense que je me serais dit ose parce que tu vas gagner du temps. Ce serait peut-être peut-être quelque chose que j'aurais modifié. Mais je regrette franchement je regrette pas parce que j'ai fait des belles rencontres et puis si j'étais pas suffisamment sûre de moi pour le faire à l'époque, il y avait peut-être une raison aussi et voilà, je regrette pas ce que j'ai vécu. En fait, peu importe le temps que ça prend, c'est le chemin, il est jamais fini et on n'a jamais fini d'apprendre donc C'est on ça. verra pour la suite. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans une entreprise et c'est pour ça que les questions avant et après aussi, c'est vraiment de vous montrer aussi que être en entreprise, c'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps, en fait, permanent. Notre entreprise et nous-mêmes ne sont pas la même qu'il y a un an. Et on a aussi une vision sur le long terme avec là où on veut aller, quoi. Et ça, c'est essentiel. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après qui est en constante évolution. Si tu me reposes la question dans 1 an ou dans 2 ans, et je pense Ah que oui, c'est exactement la même chose pour tout le monde, ça aura probablement évolué aussi. Ou alors ça se sera confirmé et ainsi c'est ça. davantage. Mais en tout cas, ouais, c'est un changement, une évolution en tout cas qui est constante, c'est une certitude. Être chef d'entreprise, c'est ça, c'est accepter une vie qui va être tout le temps dans le mouvement. Alors même s'il y a quand même, il peut avoir une routine qui s'installe dans le quotidien au niveau de l'activité, voilà, par jour, par semaine, forcément. Oui, bien sûr. Et encore selon l'activité, même pas. Mais c'est sûr que si on se dit qu'on veut que dans 3 ans, on soit exactement au même endroit que maintenant, gagner la même chose, faire le même travail avec les mêmes clients,
c'est pas possible. Enfin, on peut pas être chef d'entreprise et faire ça. Dans ces cas-là, il vaut mieux rester employé et c'est que ça convient très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, en soi, voilà, il y a pas de valeur entre être employé ou être chef d'entreprise. C'est en fonction de ses qualités, en fonction de ses aspirations, en fonction de ses objectifs, en fonction de son caractère, enfin tout ça. Donc, c'est juste qu'il faut avoir conscience, voilà, être chef d'entreprise, c'est accepter qu'on soit tout le temps en mouvement, en remise en question. Et voilà, y a pas, c'est pas faire comme ça, quoi. Voilà, ça, non. Oh non, ça se saurait. Ça fait partie du truc aussi, hein, ceci dit. Ça fait partie du truc, tout à fait. Ouais, ça fait partie du truc. En fait, j'en ai plein de questions et que je vois. Non, mais il y en a plein que je garde sous le coude, tu vois, quand même. Quelles sont pour toi justement les principales clés de la réussite d'une vie chez l'entreprise? Alors, je pense que la première, déjà quand tu parlais voilà, par rapport à la question d'avant, je pensais à Priscilla G, photographe. Oh, mais elle a cette question parce que son histoire de parcours, je la connais bien. Alors, du coup, elle va avoir plein de questions bien pertinentes. En fait, du coup, la principale clé, alors, je pense qu'il y en a deux. Il y a ne jamais perdre de vue le côté plaisir de ce qu'on fait. Parce que si ça devient un fardeau, si ça devient quelque chose, une routine qui est trop pesante et qui ne nous plaît plus, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être autant se lever toutes les contraintes qu'il y a à être chef d'entreprise et finalement retourner à être salarié parce que ce sera peut-être moins complexe à gérer. Donc, prendre du plaisir vraiment dans ce qu'on fait, je pense que c'est le truc numéro 1. Et il y a un truc que je suis obligée de te citer aussi, pour moi, c'est la remise en question. Parce que je parlais de Priscilla, pourquoi? Parce que, ça remonte pour le coup à 2014, ce truc-là. Elle avait fait une intervention sur la session de formation que j'avais suivie où elle nous avait dit, grosso modo, si tu ne te remets pas en question, tu feras de la merde. Et si tu te remets trop en question, ce sera pareil. C'était une histoire de juste milieu qu'il fallait pas oublier de faire un peu une introspection, de voir ce qu'on faisait, de pas oublier l'évolution qu'on voulait donner à son entreprise et vivre soi-même en tant que personne. Et que c'était important de pas forcément trop se regarder le nombril et de regarder ce qui se passe un petit peu autour de nous pour être toujours dans le juste en fait. Donc je dirais que ce serait donc le plaisir, la remise en question et en termes de clés en chef d'entreprise en général, pas que dans les métiers du mariage, je dirais de toujours faire attention à son réseau, aux gens qui nous entourent. S'il devait y en avoir 3, ce serait celle-ci. Parce que les gens qui nous entourent, je pense que c'est une de nos plus grandes forces. Parce que quel que soit le secteur d'activité, seul, on ne fait pas grand-chose, je pense. Donc voilà, je dirais que ce serait ça. Et je me dirais même, j'irais nuancer aussi dans le sens où quand tu parles de plaisir, c'est d'aller vraiment vérifier si c'est quand la perte de plaisir existe, c'est de savoir si la perte de plaisir elle est sur l'activité elle-même, sur le métier, ou sur la posture chez l'entreprise. Quand tu as parlé, ça m'a fait penser que l'année dernière, tu es venu avec moi tu as vécu avec moi une partie de la dernière saison de Manu River Wedding Planner. Ouais. Et qu'en fait, pour moi, ça a toujours été évident que la perte de plaisir, elle était sur la pratique du métier et jamais ça m'a traversé l'esprit que ce soit sur la posture chez l'entreprise. Ouais, c'est sûr. J'ai toujours dit que été chef d'entreprise. Ouais, tu as été chef d'entreprise toute ta vie et ça. Par contre, le métier lui-même tel que je l'avais vécu pendant 10 ans ne me convenait plus tel qu'il était. Et ça en était visible physiquement et voilà, c'était voilà. Mais du coup, c'est vraiment pertinent quand il y a une perte de plaisir de savoir s'écouter en fait. C'est vraiment quoi. Savoir s'écouter et pas continuer à tout le temps être la tête baissée en disant non mais en fait c'est mon activité, c'est le métier que j'ai choisi il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc je dois le faire toute ma vie. En fait, je pense que quand on dit, ça peut être très cliché cette phrase de dire qu'on est nos propres limites, mais finalement, pourquoi aller s'enfermer dans un truc en se disant j'ai commencé ça, il faut absolument que je fasse ça, je vais décevoir un tel, j'ai investi beaucoup d'argent dans mon entreprise, et si j'arrête maintenant, et qu'est-ce que ça fait? Encore une saison pour voir, encore une saison pour voir. Et effectivement, je pense qu'il faut quand même faire attention au plaisir qu'on prend, à l'épanouissement en fait qu'on va prendre, parce que je pense
qu'à ne plus être épanoui dans ce qu'on fait. Ça se ressent sur notre travail, sur nos clients, sur tout un tas de choses, et sur nous-mêmes en tant que personne aussi. Donc, franchement, faut essayer de ne pas se négliger soi-même. Je l'ai fait pendant trop longtemps, aussi par rapport au début, au lancement de mon entreprise. Finalement, j'ai jamais été aussi épanouie et bien dans mon travail que depuis que je m'écoute moi aussi davantage, et par rapport à mon activité et par rapport à ma vie en général liée autour de l'activité en fait. Tout à fait. Je te la pose celle-là. Non, celle-là, je vais la garder pour quelqu'un d'autre. Quelle est pour toi les plus grandes difficultés qu'un entrepreneur peut avoir dans son activité, en fait, dans sa logistique, dans son quotidien, en fait? Pour toi, c'est quoi qui est le plus dur, en fait, à surmonter? Alors, c'est une bonne question. Je vais juste fermer parce qu'il n'y a pas d'école, donc j'ai des voisins qui sont à la piscine avec les enfants. Comme ça, attends, ça me laisse 2-3 secondes de réflexion, c'est pas mal. T'as vu? Alors, les difficultés en règle générale, je pense que ça peut être de trouver le juste équilibre entre le temps qu'on va accorder à son travail. Alors, être chef d'entreprise, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a ceux qui disent voilà, c'est mon bébé, j'y mets toute mon énergie, tout mon argent, tout mon temps. Encore une fois, c'est cette question de juste équilibre entre s'investir à fond dans son entreprise pour que ça fonctionne. De toute façon, si nous, on s'investit pas, personne d'autre que nous ne le fera à notre place. Donc, c'est indispensable, c'est clair. Après, je pense que une des difficultés, ça peut être de trouver justement le juste milieu entre l'énergie qu'on met dans l'entreprise, de se garder des temps de vie pour nous, de peut-être réussir à se fixer des horaires de travail qui soient actés, qui soient fermes entre guillemets, mais en tout cas qui soient positionnés et assumés. Je dirais toute cette logistique entre le temps et l'énergie qu'on passe dans notre entreprise et le temps qu'on va passer à notre vie perso, l'équilibre entre vie pro et vie perso. Je pense que c'est la plus grande difficulté pour toi, c'est celle-là. Ça a été la plus grande difficulté avant que j'arrive à la gérer, à trouver un équilibre. Ça a été en tout cas la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Et on parle le jour où tu deviens maman. Non, alors justement, je ne sais pas. C'est pas. Parce que c'est très pertinent déjà. Bon, après, on sait que toi, ceux qui te connaissent savent que tu as une prise de hauteur par rapport aux situations et on va dire une maturité par rapport à la situation qui fait que tu arrives très vite à voir les choses en dissocié, donc de façon à prendre la distance. Et en soi, le fait que toi, tu dis ça là maintenant, alors qu'en soi, voilà, tu as un chéri, on en a parlé, qui est content que le déconfinement soit fait pour que tu parles à quelqu'un d'autre. Donc, un peu. Il a demandé le programme du mois de juin, quand est-ce que j'étais en rendez-vous en extérieur, tout ça, il m'a demandé. mais du coup, là, forcément, c'est quelque chose qui est très récurrent. Moi, je sais qu'en coaching, j'ai beaucoup, alors, forcément, je parle beaucoup des femmes, parce que c'est celles que j'accompagne le plus. J'ai beaucoup de femmes chez l'entreprise que dans les premières raisons qu'elles viennent me voir, c'est un équilibre entre la vie pro et perso, quoi. En tant que chez l'entreprise, voilà, des femmes qui sont en couple, qui ont des enfants, quel que soit l'âge des enfants, qui ont une vie d'entreprise et que ce soit une entreprise qui débute ou une entreprise qui fonctionne très bien, enfin, qui est déjà pérenne, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les difficultés de chez l'entreprise. C'est vraiment cette côté, voilà. Je pense qu'il y a, en fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange c'est un point finalement qui est hyper important je trouve, de parler de ça. C'est un mélange entre nous, l'énergie qu'on veut donner, mettre dans notre entreprise. Et je parle aussi, voilà, en termes de ratio, de timing dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année.
il y a un équilibre avec nos conjoints, avec les enfants, pour celles et ceux qui ont des enfants, avec la famille. Tu m'as dit une phrase, il y a 6 ans maintenant en arrière, qui m'a beaucoup marquée parce que il y a une époque, j'aurais dit malheureusement, maintenant je dis c'est la vie, c'est comme ça. Mais tu nous avais dit à l'époque, c'est un secteur d'activité qui fait une espèce de sélection naturelle. Il y a les gens qui vont comprendre que vous ne soyez pas forcément disponible tous les samedis de l'été pour faire un barbecue ou un brunch entre piscine, un brunch à la piscine entre amis quand vous êtes rentré à 4 heures du mat après avoir marché 20 km. Il y a ce truc-là de dire, il y a des gens autour de nous qui ne comprennent pas forcément. Donc, c'est un équilibre entre nous, ce qu'on y met, nos conjoints, les enfants, la famille, les amis, et puis nos clients aussi. Parce que on en parle beaucoup aussi en formation pour nos élèves qui deviennent wedding planners. À quel moment vous acceptez de prendre des rendez-vous? À quel moment vous acceptez de répondre à vos clients? Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, c'est propre à chacun. Par contre, c'est assez important et ça a des conséquences, effectivement. Je donne toujours le même exemple. Je compare beaucoup ce métier à celui d'un agent immobilier. L'agence immobilière, à 19h, les portes sont fermées. Est-ce qu'à 22h en semaine, est-ce qu'un dimanche, est-ce qu'un jour férié, ils sont ouverts pour répondre à leurs clients et à faciliter leur travail? Non. Du coup, c'est aussi entre nous ce qu'on veut faire en off. On peut faire des choses en off, évidemment, passer 19h, 20h, ça nous est tous arrivé. Moi encore, il y a encore quelques jours, je vais bosser jusqu'à tard. Mais c'est des choses qui se font en off parce que c'est une organisation, mais c'est aussi lié à l'un des plus gros avantages pour moi de la vie de chef d'entreprise, de pouvoir avoir cette indépendance et cette autonomie. Si j'ai envie de me prendre une journée complète en pleine semaine ou de me prendre une demi-journée, en fait, je vais le faire, mais je vais m'organiser de telle façon à ce que je puisse le faire, évidemment, pour que ça ne mette jamais en péril ni mes clients, ni les équipes avec lesquelles je travaille. Mais par contre, oui, peut-être qu'il y a un soir où je vais bosser plus tard, ou 2 ou 3, pour me dire, ok, toute cette journée, par contre, je suis off, je prends du temps pour moi pour aller faire autre chose. Donc, cet équilibre-là, il est aussi par rapport à la gestion de notre temps et à ce qu'on en montre à nos clients, je trouve. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que moi, je sais quand je fais la cible client maintenant, je demande que ce soit aux coachés ou aux élèves, je leur demande toujours de bien préciser le travail de son client idéal, de bien préciser quel est son rythme de vie à l'intérieur. Parce que moi, par exemple, je sais que je ne veux plus faire de rendez-vous le soir, en fait. Je ne veux plus en faire. Donc, si ma cible client, elle n'est disponible que le soir à partir de 18h pour faire ses rendez-vous, il va y avoir un bug, en fait. Dans ces cas-là, c'est soit j'aurai pas de clients, soit je vais sacrifier ce que moi, j'ai envie de mettre en place dans ma vie. C'est un alignement entre tes besoins dans ta vie personnelle et ta cible de client et ce que tu vas mettre en place dans ta vie de chef d'entreprise. Et pour revenir aussi à un petit exemple qui est actuel, sur le fait du fait que l'entourage, la vie de chef d'entreprise est déjà une organisation bien particulière. On n'a pas le même rythme de travail, on n'a pas les mêmes préoccupations. Notre cerveau n'est pas souvent libéré comme si on était employé. Mais pour autant, il y a aussi la particularité dans le métier du mariage, c'est que moi, ça fait maintenant, parce que ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai ma propre entreprise, mais ça fait 12 ans que je suis dans le mariage. Donc, ça fait 12 ans, en fait, que je ne suis jamais disponible un week-end et certainement pas au mois de juillet pour mon anniversaire. Donc, j'ai pris l'habitude de faire mon anniversaire le jour même, parce que, de toute façon, le samedi d'après, j'étais soit en mariage, soit tous mes amis qui sont en mariage n'étaient pas disponibles. Donc, j'ai toujours fait mon anniversaire, finalement, en pleine semaine. Et là, on voit, même si ça fait quand même 12 ans que je suis dans le mariage et que mon entourage qui n'est pas dans le mariage savent en fait mon rythme et savent que 90% de mes amis sont dans des prestataires de mariage. Du coup, même là encore, on me fait la remarque, ah mais tu fais ton anniversaire un jeudi quoi, mais on travaille le vendredi. Ouais, tu travailles le vendredi, mais c'est pas grave en fait. Nous parce qu'on a une organisation de travail qui fait que nous, on sait que le jeudi après-midi et le vendredi matin, on va organiser notre semaine et notre emploi du temps pour soit pas travailler, soit
soit pour travailler moins, et on travaillera peut-être du coup le dimanche après-midi pour rattraper. Voilà, c'est en ça que je dis que c'est une vraie liberté pour moi. Mais même après autant d'années, il y a encore la réflexion de me dire, oh, Manu, mais quand même, tu comprends ce que tu nous obliges à faire un jeudi soir, quoi. Ben oui, mais en fait, non, quoi. En fait, c'est nous, on travaille enfin, on organise notre temps avec la liberté de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, je préfère finalement faire ça un jeudi soir et qu'il y ait 2-3 personnes, du coup, qui vont peut-être dormir que 3 heures pour ceux qui doivent aller travailler parce qu'ils ont un patron le vendredi matin, que de ne pas avoir 90% des gens que j'ai invités parce qu'ils doivent travailler le samedi, quoi. Ou poser une journée pour ceux qui sont salariés. Oui, poser une journée pour ceux qui sont salariés. Autant nous, on peut poser, on peut décaler un planning et travailler un peu plus tard ou quoi que ce soit pour rattraper, mais on peut aussi, en tant qu'employé, on peut aussi poser une demi-journée. Et par contre, ça ne veut pas dire aussi, ça j'y reviens, c'est vrai que pour moi, c'est une des libertés du métier du métier, de nos métiers, en tout cas en tant que chef d'entreprise. Par contre, ce que ça a de négatif, c'est que dans l'esprit de certaines personnes, c'est je peux t'appeler en pleine journée pour te raconter ma vie et te dire viens, on se voit, de toute façon, c'est bon, tu bosses de ton bureau ou tu bosses de chez toi ou t'es pas en rendez-vous. Ça veut dire que tu travailles pas du coup. Ça se saurait. C'est vrai qu'il y a ça aussi par exemple, si je m'autorise une après-midi à pas bosser parce que je veux la prendre pour quelqu'un qui a besoin ou pour moi, je sais qu'obligatoirement, je vais recaler ce temps de travail à un autre moment dans la semaine. C'est en fait parce que si je commence à jamais bosser, mon entreprise elle va couler. Hein. Donc il faut savoir organiser ça et il faut savoir poser le cadre aussi. Ça, c'est quelque chose qui, quand on travaille à la maison, quand on travaille à la maison, c'est quelque chose qu'il faut poser le cadre, en fait. C'est pas parce que je suis dans la maison, dans mon bureau, que tu peux venir me déranger, que tu peux débarquer chez moi pour boire le café, que les enfants, que tu peux venir me demander 15 fois, tiens, il est où ça? Est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit? Est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu veux pas ça? Non, en fait, non, je suis dans le bureau, je suis en train de travailler, et tant que je suis dans le bureau, en fait, tu fais comme si je n'étais pas dans la maison, en fait. Je suis en train de travailler. Ça, c'est un cadre. Des habitudes de vie, effectivement, un cadre à poser. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Est-ce que c'est le métier qui t'a... La question, voilà, c'est est-ce que c'est parce que tu voulais être wedding planner, puis du coup, tu n'as pas eu d'autre choix que d'être entrepreneur? Ou est-ce que tu voulais être entrepreneur et voilà, qu'est-ce qui finalement a été le déclencheur? Le déclencheur. Je pense que je m'étais jamais posé cette question. Du coup, c'est assez drôle. En fait, je pense que la réponse pour mon cas, c'est que c'est le métier. Parce que j'ai jamais eu à l'esprit que je serais un jour chef d'entreprise. Imagine, je devais être reliée à l'éducation nationale. Et en plus, toi, tu vas être fonctionnaire. Donc, on était bien loin. Je pense que c'est le parfait opposé. J'ai pas de modèle d'entrepreneur dans ma famille, dans les gens que j'ai autour de moi. Donc, je pense que c'est plutôt le métier, ouais. Ok. Et j'ai répondu vite à une question. T'as vu? C'est fou. Et pourtant, tu savais pas en plus ce que tu allais dire. Ouais. Allez, les 2 dernières questions, c'est ton pire échec en tant que chef d'entreprise. Donc, soit dans le métier lui-même, soit dans ta vie de chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous partager ton pire échec? Sachant que l'idée est vraiment de montrer qu'on vit tous des échecs. Mon pire échec, ça a été en fait les premières années, j'étais salariée encore en même temps que j'étais installée à mon compte. Et mon pire échec, ça a été d'avoir subi ma vie pendant ce temps-là parce que je pense que je bossais au moins 70 heures par semaine à cette époque-là. Ça m'empêchait pas de faire une dizaine de mariages par saison. Mais par contre, je pense que mon pire échec, ça a été de subir ma vie à ce moment-là, de plus pouvoir être en mesure de gérer, d'être disponible un minimum pour ma famille, pour mes amis. Heureusement que justement, mon chéri, il est hyper compréhensif et qu'il m'a toujours soutenue. Et ça, c'est aussi un élément. Comment il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti, il est toujours là. Même après 10 ans. C'est quelque chose aussi, je sais que je dis souvent dans les conseils, voilà, quel que soit les conférences. On en parle tout le temps en formation de ça. On le dit, quoi, c'est que
l'importance, il Les faut proches, le soutien. investir largement, suffisamment en temps, en énergie, en concentration, enfin tout ça dans son entreprise. Mais il faut être aussi quand même savoir lever la tête du guidon et se rappeler qu'il y a du monde autour, parce qu'on peut un jour rentrer chez soi et qu'il n'y ait plus personne en fait. Parce qu'être chef d'entreprise, c'est aussi une étape à franchir dans une vie de couple ou une vie de famille. Voilà, c'est que si vous n'avez jamais été chef d'entreprise et que Ouais, c'est ça, c'est que c'est un changement radical en fait. c'est quand même un changement d'organisation et de vie qu'il faut vivre en couple et en famille. Et il faut quand même être attentif à ce qui se passe autour parce que sinon on peut se retrouver à la fin tout seul. Alors, on aura une boîte qui marche bien, mais on aura personne avec qui partager la réussite. Personnel. Je pense que c'est bien résumé, c'est dans le sens de ce que j'ai vécu. Je pense que mon plus gros échec, du coup, ça a été de subir ma vie au départ, avant de ne plus être salariée et d'être 100% à mon compte. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que finalement, j'ai jamais été aussi épanouie dans mon activité en tant que chef d'entreprise et à travers mon métier de wedding planner et de formatrice maintenant, parce que pour moi, j'ai 2 métiers en un. Que depuis que je suis 100% à mon compte. Mais je pense que ça a été, du coup, mon plus gros échec et ma plus grosse difficulté. Et ta plus belle réussite? Oh là là. Bah, de jamais avoir lâché, je dirais. Je dirais de jamais avoir lâché. D'avoir... peut-être d'avoir réussi à voir suffisamment loin pour m'accrocher et que me dire que tout ça, ça valait la peine et qu'à la suite justement de ces premières années qui ont été compliquées par rapport à cette double activité, que ça allait pouvoir me rendre encore plus épanouie et que ça allait que ça aurait du bénéfice en fait. Je dirais que c'est ça. Je parle de ma plus grande réussite dans le travail en tant que chef d'entreprise. Mais du coup, en parallèle, je mets aussi ma plus grande réussite, c'est d'être arrivée à être aussi passionnée, investie et à fond dans ce que je fais, sans oublier que c'est aussi en grande partie grâce au soutien de mes proches, que ce soit mes amis, à mon chéri qui me soutient énormément. Derrière un entrepreneur, il n'y a pas juste un entrepreneur et une photo et une baseline très marketing. En fait, derrière un entrepreneur, il y a des humains, il y a des familles, il y a tout un tas d'histoires diverses et variées. Certes, j'ai pas d'enfant encore, mais ça veut pas dire qu'on a 15 millions de choses à gérer en parallèle aussi. Donc, je pense que ma plus grande réussite, je pense que ce serait ça, ouais. De ne jamais avoir lâché. Parfait. Et quand c'est que ton nouveau site qui sort? Ah, et ben j'étais encore hier au téléphone avec le développeur. En fait, on est sur les derniers détails. Je sais que tu as toujours dit d'ailleurs, ça peut jamais être 100% parfait, tout ça. Il faut accepter de sortir un nouveau truc, même si tu dois signer les dernières. C'est pas possible pour moi. C'est ton problème à toi, hein, tu le sais. Hein. C'est pas possible pour moi. Donc là, je vais vous le dire, voilà, je fais des révélations. On en est, pour te dire que c'est la fin, ça y est, on en est à régler. Tu sais, là, j'ai encore un petit espace ici qui est un petit peu plus grand que là. Voilà. Oui, je sais. Mais bonjour. J'ai une super agence de développeurs et ils sont géniaux. Et vous avez un profil 1 devant vous. Voilà, vous voyez, un petit profil 1. Je sais, c'est plus fort que moi. Qui, tant que ce n'est pas absolument parfait, ne veut pas passer à l'étape suivante. Et alors que logiquement, il faut passer à l'étape suivante et adapter et modifier au fur et à mesure. Mais bon, ça viendra aussi. Ça viendra aussi. Ils le savent, ils ont accepté de travailler avec moi. Est-ce qu'ils savaient à la base, en fait? J'ai pas que des qualités, hein, j'ai jamais dit surtout pas. C'est plus facile. Tes clients et tes partenaires. Après, pour ceux qui travaillent en équipe avec toi, c'est peut-être un peu plus difficile. Écoute, d'un côté, peut-être que je leur mâche aussi beaucoup de choses dans le travail. Donc, ceux qui n'ont pas le choix que de travailler avec moi, voilà, ils me découvrent, voilà. Et puis ceux qui re-signent et qui reviennent, c'est que finalement, ils ont peut-être trouvé quelque chose de bénéfique aussi pour eux. Mais du coup, c'est très bientôt là, c'est vraiment dans les jours à venir. Je pense que c'est d'ici moins d'une semaine maintenant.
parce qu'on est vraiment dans les derniers détails après avoir justifié tout le texte comme ça, mis la même teinte de gris exactement partout, etc. Évidemment, c'est un indispensable, c'est obligatoire. On en est sur du détail du. Après voilà, forcément, il y a aussi le fait que ta cible client, quand tu l'as définie, parce que normalement, si tu fais un nouveau site, un nouveau logo, c'est parce que tu as changé de positionnement client, comme tu as dit. Et on ne peut pas juste avoir envie de faire des mariages d'une autre style sans rien changer dans sa communication. Ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, forcément, tu sais que ton client à toi, c'est quelqu'un justement qui va être dans le détail, qui va être dans le cadre, qui va être hyper… quelque chose de pointilleux. Donc, voilà. La moindre des choses, c'est que je leur montre moi-même voilà, ce que eux recherchent. En tout cas, finalement… Tout ce que moi, j'aime pas chez les clients mariage, quoi, tu vois, en fait. D'accord. On a toujours dit qu'on avait des cibles clients qui étaient aux antipodes. Ah oui, d'accord. Mais c'est ça aussi la richesse du métier, et c'est aussi pour ça, si je peux finir là-dessus, une question qui t'est revenue pendant des années. On est sur la page de Manureva Formation, du coup je voudrais en parler juste à une petite minute, promis. Ça t'a été posé pendant des années, ça me l'est maintenant posé à moi depuis 2 ans que je suis à tes côtés pour former les élèves sur le métier de wedding planner. Constamment, on nous demande, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de former votre concurrence? Finalement, j'ai envie de vous dire que la meilleure réponse, elle est sur ce qui se passe aujourd'hui pendant cette entrevue, parce qu'on peut être toutes et tous tellement différents à la fois, très très bien s'entendre dans notre vie perso et dans le travail, avoir des façons de fonctionner qui vont être complètement différentes, avec des cibles clients qui sont différentes, et derrière, encore une fois, une cible client, des clients, un type de mariage, un secteur d'activité et un business, il y a un humain qui fait ensuite la différence. Donc, encore une fois, il y a de tout pour tout le monde. Donc voilà. Effectivement, il faut pas s'oublier soi-même. Quand je suis dans des trucs hyper millimétrés, que j'embête mon webmaster à lui dire 150 fois, tu sais, là, il y a un petit espace en plus et là, il y a en moins. C'est pas jouer un jeu, c'est pas faire ce que mes clients voudraient, c'est celle que je suis moi. Parce que j'aime effectivement que les choses soient précises, posées, cadrées, etc. Et il y a des gens à qui ça correspond. Et c'est ces personnes-là qui sont mes clients. Il y en a d'autres à qui ça ne correspond pas. Et du coup, ce ne sont pas mes clients, mais ce sont ceux de toutes mes autres collègues voilà, qui aiment aussi les clients avec lesquels elles travaillent. Donc, c'est un truc qu'il faut pas oublier. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas… voilà, oublier qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'en équipe, on va toujours beaucoup plus. Il ne faut pas oublier qui on est, et surtout, il faut aller à chercher à savoir qui on est. Mais qui on est pas dans j'aime manger du fromage et boire du vin rouge, quoi. Non, c'est savoir qui on est vraiment à l'intérieur de soi, quoi. Et c'est ça qui va aussi nous permettre de réussir et d'apporter un positionnement et une valeur ajoutée pertinente et percutante. Et d'être sûr de toujours aimer ce qu'on fait aussi. Ok. Donc, du coup, déjà, on n'a pas de questions. C'est que, tu vois, les gens, ils n'ont pas voulu nous déranger. D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Le temps que je fasse la partie, on peut appeler ça la partie publicité. Tu veux que je fasse un jingle ou pas? Tu veux un jingle? Du coup, donc, Laetitia, donc du coup, vous pouvez retrouver Laetitia sur Laetitia Caroline sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet. Il va falloir attendre quelques jours apparemment encore. On mettra le lien. Et elle nous dira dès que ça sera prêt. Et vous pouvez aussi retrouver Laetitia, donc elle est formatrice donc chez Manureva, comme elle a dit depuis 2 ans, au métier de wedding planner. Sur la session wedding planner en présentiel qui sera au mois de novembre. Et là, dans 15 jours, on a sorti un workshop spécial wedding planner en perfectionnement. Donc, le 17, 18 et 19 juin. On a parlé avec le calendrier de juin. Le calendrier, il est comme ça. Comment vous dire? Je ne peux même pas vous montrer. C'est une catastrophe. Donc, du coup, c'est à 3 jours en visioconférence avec Camille qui peut-être là, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Et en fait, chacune va former pendant une journée. Donc, c'est pour les wedding planners qui sont déjà en activité, c'est du perfectionnement. C'est la stratégie de vente. C'est vraiment de partir de le client idéal que vous rêvez
au client idéal signé. Voilà. Donc, en fait, c'est toute chacune avec nos forces à chacune, voilà. Notre truc qu'on aime bien transmettre et le truc pour lequel on est plutôt doué, qu'on a mis sur une journée chacune. Donc, c'est moi qui commence avec forcément toute la partie coaching business, donc la définition du client, la définition de vos objectifs personnels, de vos objectifs professionnels. Enfin, vraiment, voilà, on va travailler en premier lieu sur on va dire, l'essence même de votre entreprise, sur la petite graine, voilà. Le lendemain, vous êtes avec Camille, où on va arroser la plante pour qu'elle pousse. Donc, vous allez parler avec elle de tout ce qui est la communication, les éditos, comment vendre en fait son offre et son entreprise avec la stratégie marketing. Donc ça, et ensuite vous avez Letty que vous retrouvez donc le dernier jour où elle va s'occuper en fait du moment où votre client vous a contacté par téléphone ou par mail pour avoir des infos. Elle va vous transmettre toute notre stratégie qu'on a mis en place, à la base que j'ai mis en place depuis 10 ans et qui fonctionnait plutôt bien. Tous en fait jusqu'à la signature du contrat. Donc en fait, on va vraiment sur les 3 jours travailler sur l'ensemble du process. J'ai la petite graine. En fait, j'ai envie d'être je suis wedding planner, mais quelle est mon offre, à qui je la vends, pourquoi je la vends et quelle est finalement qu'est-ce que je veux en faire. La deuxième partie où j'arrose la graine et que du coup ça pousse avec Annie, je la vends de façon comment attirer le client et comment la vendre. Et ensuite, et nous, on fait les fleurs. Et voilà. Et toi, tu cueilles la fleur. Voilà. Et moi, je cueille la fleur parce que pour le coup, moi, j'adore les fleurs. Et c'est vraiment des techniques qu'on a toutes appliquées et qui fonctionnent. Dans mes réussites, tu vois, autant les défauts et ce qui n'a pas fonctionné, je pourrais t'en donner à l'appel. Dans les réussites, c'est peut-être plus complexe à trouver, mais ça fait peut-être aussi partie des éléments. Voilà, la force de vente, comment faire pour transformer un prospect en client, ce qui fonctionne, comment l'appliquer, comment se passe un premier rendez-vous, les documents, on vous livre tout en fait, les documents à avoir avec vous pour un suivi. On a sorti un module de la formation initiale, mais qu'on a quand même bien rajouté parce que déjà il y a bien transformé avec nous. Qu'on a quand même bien, parce qu'en soi, voilà, on va dire que ces parties-là, c'est 2 jours, enfin 1 jour et demi, et que là, on vous fait en 3 jours, donc on a largement plus monté le contenu, on l'a largement plus développé. On le teste, là, franchement, on vous dit, on teste le format sur le métier de wedding planner, mais c'est pas dit qu'après, derrière ça, on le propose pas aussi à tous les métiers, en soi, de la prestation de service, parce que les méthodes qu'on a mis en place et qui ont été testées, parce que ce soit toi, moi ou Camille, sur notre ratio prise de rendez-vous, signature, ils sont quand même plutôt bons. Donc du coup, on sait que ça fonctionne en fait. On sait qu'on a vendu avec ça. Enfin voilà, si j'ai fait 35 mariages dans l'année pendant 10 ans, c'est que je signais quoi. Donc sauf qu'il fallait que ces gens-là m'appellent, me trouvent. Et que quand il m'appelait, je signais parce que en fait toute ma stratégie de com qui avait été mise en place avant avait déjà fait le tri en fait. Donc, quand les gens m'appelaient, c'est que c'était des gens qui correspondaient à ce que je proposais en fait. Donc, après, il restait qu'à savoir bien adapter sa communication, ça avait été fait. Il restait à savoir bien vendre sa prestation, bien l'exposer au client, connaître et maîtriser son offre et avoir quelques clés pour réussir à vendre correctement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pense que c'est un des trucs, tu vois, qui va me manquer sur le fait de plus faire de mariage. C'est le challenge de la vente. Mais moi, je kiffais ça, quoi. Mais tu le fais autrement. Oui, mais je kiffais, moi, quand j'avais une prise de rendez-vous. C'était, après, j'ai un petit problème avec le défi. Donc, c'est pas la compétition, c'est le défi. Mais j'ai un petit truc avec le défi. Donc, du coup, j'avais ce truc de me dire, j'avais l'expression de me dire, allez, mais c'est bon, quoi. C'est sûr, il est pour moi, je vais le signer, quoi. Ouais, j'adore ça aussi, j'avoue. J'adore ça. Donc, du coup, c'est vrai que je vais en rajouter quand même. Peut-être que je vais aller faire des rendez-vous. Vous voulez pas que je fasse des rendez-vous pour vous? Je sais pas, quand vous êtes pas, j'y vais pour vous.
Tu l'as dit, de toute façon, ce ne sera pas pour moi puisque tu vas pas trop aimer mes clients. Non, 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 de toute façon, je parle pas anglais, donc déjà, c'est de la merde. Oh, pas forcément, ça dépend. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver Laetitia sur ça. Vous pouvez retrouver donc sur la page Manureva workshop wedding planner qui ose. Parce que le but c'est de se bouger les fesses et voilà, on est dans l'action. Hein. Le temps de profiter de cette période où on n'a pas trop de mariage, voire pas du tout. Sachant que la formation, elle peut être prise en charge par le FIFPL ou la GESIF en fonction de qui vous dépendez. Je ne parle pas du FAPSEVA parce que normalement les wedding planners, il n'y en a pas qui sont au FAPSEVA, mais du coup, vous pouvez avoir une prise en charge et ils répondent assez rapidement, on va dire. Et vous pouvez retrouver donc les dates et le contenu de la prochaine formation Wedding Planner initiale en novembre sur le site manu-reva.fr. Vous avez toutes les informations. Voilà. Donc, as-tu quelque chose à rajouter? Laura nous dit que le programme est top. Ben, Laura, tu l'as un peu quand même bien. Ça vient un petit peu. On remercie d'ailleurs les élèves qui nous ont suivis sur la première session de perfectionnement qu'on a menée pendant le confinement. C'est vrai que du coup, c'est aussi parce que elles ont été en demande qu'on a construit la suite pour pouvoir s'adapter aux demandes qu'il y a constamment. Donc merci du coup pour vos retours qui ont été super. Donc ça fait plaisir de voir que les méthodes qu'on vous a transmises il y a un mois en fait ont déjà fait leurs preuves. Donc c'est une belle satisfaction, j'avoue que c'est chouette. Et du coup, ça pousse à aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a créé ce nouveau contenu de formation qui va plus loin et qui est plus sur le concret encore et ce qui se passe en rendez-vous jusqu'à la signature. Écoute, quoi rajouter Je pense qu'on a fait le tour sur déjà pas mal de choses. Ça fait 1h06 que nous parlons. Comment 1h06 que nous parlons. Bah écoute, effectivement, il est temps de conclure. Je dirais pour conclure, n'oubliez pas qu'à plusieurs et avec un travail d'équipe, les forces sont décuplées. Voilà, c'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus. Le travail d'équipe, c'est primordial, quoi. Ben, merci Mehdi. La semaine prochaine, je me suis un peu embordée dans les rendez-vous, dans les rencontres d'Emmanuel. Parce qu'on a rendez-vous mardi à 14h avec Gwenaëlle Chen, qui va du coup répondre à mes questions. Nous avons jeudi 4 à 14h, nous avons Priscilla, qui du coup, voilà, je vais faire un rencontre spéciale pour elle. Et à 16h30, on a Christophe. On a Christophe Serrano, que du coup, Christophe, c'était son seul jour de disponible sur le mois de juin. Donc, du coup, j'enchaîne. On aura 2 lives jeudi prochain. Donc, voilà pour la semaine prochaine. Alors, voilà, à chaque fois, je vais essayer de poser les mêmes questions. Il y aura probablement des trucs qui seront un peu récurrents. Mais le but est vraiment d'arriver à ce que chacun d'entre nous puisse récupérer des infos, récupérer un petit peu d'inspiration, qu'on puisse s'inspirer, qu'on puisse voir qu'en fait, on n'est pas les seuls à avoir les mêmes interrogations, les mêmes peurs. Et moi, je sais que j'adore écouter des podcasts. Et vous savez que même quand c'est un podcast en fait juste de découverte de quelqu'un, il y a toujours un truc, 2-3 trucs à apprendre et 2-3 trucs à découvrir. Donc du coup, je me suis dit, en fait, ce serait pas mal aussi sur le métier de chef d'entreprise, enfin sur la posture de chef d'entreprise, qui est vraiment quelque chose qui, voilà. Moi personnellement, je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais chef d'entreprise ou pas, hein, c'est une évidence. C'est dans le sang déjà, à mon avis. Moi, c'est dans le sang, ça. Et du coup, il y a, voilà, je trouve ça pertinent en fait de pouvoir un vidéo, on peut la mettre pendant qu'on cuisine dans un coin en replay et écouter et pour prendre 2-3 conseils. Voilà. C'est l'idée. Donc, je veux bien vos retours, je veux bien vos avis. Et sinon, je vous dis à mardi prochain avec un live avec Gwenaëlle Chen. Et les petits, je vous dis merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bon après-midi tout le monde.